Mon topo, c'est en fait à l'envers de l'historique, la PKR. Regain d'intérêt, c'est-à-dire que finalement, tout ce que vous avez entendu sur la ZIC, ça ne sert à rien, puisque c'est la PKR qui, à nouveau, reprend le dessus. Je plaisante. Ceci étant, pendant que j'allume, dans la majorité des pays où on fait de la réfractive de manière importante, la PKR garde, ou le laser de surface garde à peu près 50% de part de marché, voire un peu plus, pour les amétropies moyennes et faibles. Et donc je vais vous exposer un peu les raisons. Alors, pendant que j'allume, elles ont un peu trait aussi, ces raisons, au fait que, au travers des exposés que vous avez écoutés sur la topographie, vous avez vu que maintenant on a des outils très très performants. Et grâce à ces outils performants, ou à cause de cela, on a de plus en plus de réticence à opérer des cas limites. Il faut le brancher. Des cas limites topographiques, avec la hantise toujours de voir survenir une ectasie cornéenne. Alors la PKR, comme l'a dit Béatrice, le premier cas chez l'animal a été fait en 1983, et c'était troquel aux États-Unis, chez l'animal. Et le premier cas chez l'homme, c'était en 1986, et c'était Margaret MacDonald. Et John Marshall aussi était un des pionniers du laser excimer. Donc la photokératectomie réfractive, elle a donc à peu près 24 ans. C'est un traitement par laser excimer 193 nanomètres. Et les indications sont un peu moindres que celles du LASIK, puisqu'elles vont jusqu'à moins 7 dioptries pour la myopie, l'astigmatisme 4 dioptries et les hypermétropes pas trop forts. Les deux grosses contre-indications, c'est bien sûr le kératocone avéré et une kératite herpétique récidivante sévère avec les ultraviolets. On peut la réveiller. Si on traite, il faut vraiment avoir une couverture antivirale solide. Alors, les inconvénients de la PKR, et c'est pour ça qu'on est passé au LASIK, il y en a plusieurs. Les douleurs post-opératoires, la récupération visuelle retardée. On commence à voir pour se débrouiller au bout de 5 jours, mais avant 5 jours, pour travailler, c'est difficile. La stabilité, on l'obtient entre 1 mois et 3 mois, plutôt vers 3 mois. Et enfin, comme je l'ai dit tout à l'heure, les fortes amétropies, si on les traite en laser de surface, il y a ce fameux risque de brouillard qu'on appelle le haze. C'est ainsi que le LASIK est apparu, puisqu'on ne touche pas à l'épithélium, et tout est plus rapide. Alors comment ça se passe? Il faut désépithélialiser, c'est pour ça que ça prend du temps pour réparer. Soit le scarificateur, soit les brosses mécaniques. Il y a l'alcool aussi, et on peut aussi faire un genre de PTK, de photokératectomie au laser de 50 microns, si on veut désépithélialiser, mais là c'est plutôt rare. Le LASIK et l'épilasique ont eu leur heure à un moment donné, je m'en suis d'ailleurs pas mal occupé, parce qu'on pensait qu'en faisant un volet épithélial, soit manuellement, comme ici, en mettant de l'alcool et en reposant le volet épithélial, on pensait qu'on pouvait éviter les complications douloureuses et les complications de haze du laser de surface classique. Or, il s'est avéré, notamment avec des travaux de Kinoshima au Japon, qu'en remettant l'épithélium, celui-ci allait quand même de toutes les façons mourir. Et finalement, la douleur n'était pas sensiblement moindre qu'avec le laser de surface simple. Et en plus, au niveau du haze et de la récupération, il n'y avait pas beaucoup de différence. Donc le LASIK qui est plutôt manuel et l'épilasique qui est avec un microkératome qui coupe l'épithélium, l'intérêt de remettre le volet épithélial, il s'avérait nul. Certains enlèvent l'épithélium avec l'épilasique, avec l'épikératome, parce que la découpe est beaucoup plus nette. La cicatrisation est plus rapide. Il y a cependant un tout petit risque. Le tout petit risque, c'est que lorsque vous avez une cornée un peu bombée, l'épikératome peut couper un morceau de membrane basale, voire de stroma antérieur. C'est rare, mais j'ai eu le cas, et ça peut donner des cicatrices. C'est pour ça que moi, je reste très classique avec le scarificateur, et je n'aime pas la brosse non plus. Alors pourquoi le renouveau de l'APKR? Parce que finalement, avec les ectasies, on est tombé sur des articles qui font maintenant référence, même s'ils ont été établis à partir de données de la littérature utilisant des patients qui ont été opérés avec des méthodes anciennes, microkératome, dont la profondeur de découpe n'était pas obligatoirement celle programmée. Mais ça n'empêche que
ces publications font que les gens vont se référer sur ces tableaux où on dit attention, pas de LASIK, attention, PKR même ça peut être dangereux. Et notamment Randleman est un des noms qu'on retient parce qu'il a publié ces articles basés sur une étude rétrospective des ectasies secondaires, dont un certain pourcentage, 4% après PKR. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit déjà, toutes ces formes-là, il ne faut pas les opérer en LASIK. Bon, ça, c'est pour ceux qui en font, c'est évident, hein, les astigmatismes asymétriques, les astigmatismes avec une variation d'axe que j'ai appelé le SRAX ce matin. Tout ça, ce sont des cornées qui sont très fragiles, qui risquent de se déformer de manière irrégulière, ce qu'on appelle l'ectasie secondaire. Et il a établi un tableau avec des grades d'indication, avec des grades de sévérité vis-à-vis de l'indication du LASIK. Alors par exemple, le grade 0, là où vous pouvez y aller, c'est lorsque vous avez une topographie avec un astigmatisme symétrique ou bien pas d'astigmatisme du tout, un mur postérieur de 300 microns, hein, c'est bien large, souvent dans la littérature on se contente de 250 microns, l'âge supérieur à 30 ans, là où on n'évolue plus, une épaisseur cornéenne supérieure à 510 microns et une amétropie, un équivalent sphérique amétropique inférieur à 8 dioptries. Là, vous pouvez faire LASIK et PKR a fortiori. Par contre, 1 et 2, ça devient un peu plus tordu puisque vous avez un astigmatisme asymétrique isolé. Dans le 2, vous avez un âge plus jeune, vous avez une myopie un peu plus forte. Et carrément, dans le 3 et le 4, il ne faut pas faire de LASIK. Donc, il a établi ces risques avec le risque bas, donc grade 0 à 2, LASIK ou PKR, risque modéré 3 et risque élevé 4. Alors, comme c'est publié, même si les patients ont été opérés avec différentes techniques, il se trouve que quand même les critères choisis pour établir cette cotation, ils sont quand même bons. L'âge, le degré de myopie, le mur postérieur. Du coup, on fait de plus en plus de PKR lorsqu'il y a une petite anomalie topographique. En plus, la PKR, on reçoit des UV finalement, et c'est un genre de cross-linking. Donc même si vous avez une petite forme asymétrique, isolée, on peut dire que ce n'est pas la PKR qui entraînerait une ectasie. Et d'ailleurs, le pourcentage d'ectasie post-PKR rejoint presque le pourcentage de kératocone spontanée, non post-chirurgicale. Et peut-être que ceux qui développent une ectasie après une PKR sont des gens qui auraient développé un jour un kératocone, ce que disent les avocats de ceux qui défendent les ophtalmos qui ont eu une ectasie post-PKR. Enfin, il y a d'autres facteurs qu'on ignore, c'est en particulier la biomécanique de la cornée, à quel endroit couper, où est-ce que les fibres de tension sont les plus grandes, les plus fortes. Alors une application, voici une patiente qui a 10 dixièmes, qui a une myopie de moins 9,50 en équivalent sphérique, une épaisseur de cornée un peu plus basse que la moyenne, un aura pas trop significatif avec une belle courbe d'aura que je ne montre pas, et une kératométrie normal. Vous voyez que sur la topographie, il y a un astigmatisme symétrique. Et si on rentre l'âge, l'épaisseur de cornée, le mur postérieur, etc., qui serait de 270 microns, on tombe dans le grade 3 quand même, parce qu'il y a la myopie qui est forte. Et donc finalement, pour cette personne-là, si on se réfère à la classification de Randleman, c'est un grade 3, il ne faut pas faire de LASIK, à cause notamment du degré de myopie tout simplement. Ce patient, une dame de 26 ans, donc plus jeune, une myopie de moins 6 en gros, elle n'a pas d'astigmatisme réfractif, mais au niveau de la topographie, vous voyez qu'il y a une asymétrie du sablier avec un SRAX. Par contre, les indices de l'aura sont tout à fait bons, hein, il montre une cornée entre guillemets solide, et la kératométrie est normale. Ben, cette personne, elle rentre dans le grade 4, avec abstention totale de chirurgie réfractive. Et est-ce qu'il faut attendre 4 ans qu'elle ait 30 ans? Parce qu'en augmentant d'âge, elle va peut-être diminuer de grade. C'est la question que l'on peut se poser. Et ces tableaux ne tiennent pas compte d'autres facteurs qu'il faut considérer, qui sont la stabilité visuelle préopératoire. Hein. On n'opère pas quelqu'un qui évolue en termes réfractifs. On n'opère pas quelqu'un dont la lignée directe a eu un kératocone. Il faut regarder s'il y a une symétrie en miroir. Il faut regarder les divers indices que sont donnés par les appareils modernes et celui dont je vous ai parlé.
Et enfin, l'aura a aussi ses critères que connaissent bien l'école de Bordeaux. Alors donc pour le haze aussi c'était un inconvénient pour la chirurgie en PKR il y a 20 ans, parce que même avec des myopies traitées de -4, on pouvait avoir un haze. Et le haze entraîne une gêne visuelle qui peut perdurer et entraîner une régression myopique. Le haze, voilà une belle photo avec un peu de science. Donc voilà, c'est un haze avec des kératocytes qui sont activés, qui se transforment en myofibroblastes et un remodelage de la cornée. La mitomycine a transformé aussi le pronostic des PKR. Maintenant, on a un recul d'une vingtaine d'années et finalement des toxicités de mitomycine à haute dose bien respectées sur la cornée, sur l'endothelium cornéen. Je n'ai pas souvenir qu'il y en a eu en France. Peut-être par accident dans d'autres pays, mais avec la concentration de 0,2 mg par millilitre, soit 0,02%, ça marche pas mal, et ça retarde ça diminue nettement le haze, et on peut deviner à l'empafant d'un petit soupçon, mais pour des amétropies de -8, -10, on a de très bons résultats et beaucoup moins de haze cicatriciel. À partir de quel degré de myopie doit-on utiliser de la mitomycine ? Alors, il y a des gens qui commencent à partir de -5. Étant donné que, personnellement, j'ai vu 2 ou 3 cas de haze après -3, j'en mets aussi un petit peu. Et maintenant, le temps d'application n'est plus les 2 minutes pour tout le monde. Il y a une étude qui a montré que 30 secondes maximum suffit pour une photoablation pour moins 10 dioptries de myopie. Et à la limite, on peut mettre 10 secondes ou 15 secondes de mitomycine pour une faible amétropie myopique et on n'a pas de complications. Un petit facteur aussi important, c'est de bien rincer la mitomycine. Et si vous voulez limiter le haze, d'avoir du sérum froid, une petite fiole de BSS très froid que vous videz sur l'œil. C'est une action anti-inflammatoire parce que ça joue sur les heat shock protéines, les protéines inflammatoires liées à la chaleur. Alors le temps d'application, 30 secondes maximum suffisent. Petit point d'interrogation, est-ce que la mitomycine influe le résultat réfractif en laissant si peu de mitomycine? Je n'ai pas vu d'études indiquant qu'il fallait ajuster le nomogramme. Et enfin, la toxicité endothéliale, si vous appliquez les doses, elle n'est que théorique et on n'a pas eu de cas. Donc finalement, pourquoi est-ce qu'on utilise de plus en plus la PKR? Bon, c'est parce que ça corrige quand même la réfraction jusqu'à -7, -8. On l'utilise aussi pour les retraitements, en particulier après une PKR qui aurait régressé ou qui donnerait des résultats insuffisants. Eh bien, ça marche bien. On peut faire aussi en LASIK. Après LASIK, on peut aussi faire d'une PKR sur le capot. Après kératotomie radiaire, là, on n'a pas le choix, c'est la PKR ou le laser de surface. Et aussi, en thérapeutique, on peut traiter des dystrophies de membrane, des syndromes de Cogan, des défauts d'adhérence post-traumatiques aussi dans les érosions récidivantes, en faisant une photokératectomie thérapeutique doublée d'un traitement réfractif amétropique, donc PKR, PTK. Et enfin, tout dernièrement, ces quelques 2-3 dernières années, suite aux travaux de Kanellopoulos, on s'est aperçu qu'on pouvait même traiter le kératocone, ce qui était un parjure à l'époque, avec une PKR couplée à la topographie, maximum 50 microns. C'est pas pour traiter la réfraction, mais c'est pour uniformiser la surface et associer ce traitement au cross-linking. Je dois ces photos à Olivier Prison. Voilà un exemple de kératocone qu'il a traité avec cross-linking et PKR. Les indications, ça doit être utilisé soit en première intention si l'acuité visuelle est supérieure à 7/10, ou bien dans un deuxième temps pour compléter l'effet des anneaux. Voilà un petit survol des indications de la PKR et du pourquoi on l'utilise à nouveau un peu plus qu'avant. Merci.